Bien, donc ce que je vous propose, c'est d'aborder ensemble, la sécurité alors notre épargne, c'est un bien grand mot, mais parce que ça comprend, l'épargne bancaire, l'épargne financière et puis un tas de choses aussi. J'y rajouterai même, la partie en assurance, vie, de capitalisation. Pour planter le décor, les Français sont des épargnants, des gros épargnants, puisqu'on est les 2e plus gros épargnants au monde après le Japon. En France, il y a à peu près le montant, de l'épargne, de notre épargne qui se répartit, entre les comptes courants, les livrets, livret A, livret de développement durable et solidaire maintenant, le plan d'épargne logement, compte épargne logement et tutti quanti. On est à peu près à 2 000 milliards d'euros. Ça vous donne, pour vous donner un ordre de grandeur, le PIB français est à 2 500 milliards à peu près. Donc la première chose à laquelle il faut s'attacher, c'est la solvabilité de l'institution, de la banque, chez qui vous avez votre argent. Alors la solvabilité, elle a été mise à mal en 2008 avec les subprimes. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais vous avez entendu parler à ce moment-là de différentes choses, de scénarios de crise. Il y a des accords derrière qui ont été mis en place pour justement renforcer cette solvabilité. La solvabilité, c'est l'équivalent pour un particulier, de son endettement. Alors, la solvabilité, vous allez sur Internet si vous êtes curieux et si vous voulez vous intéresser à la solvabilité, vous la trouverez facilement. C'est un ratio. Je ne vais pas être technique parce que ça ne servira à rien. Ce qui est important, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. Et quand vous avez un ratio de solvabilité, il faut qu'il soit supérieur à 100%. S'il est inférieur à 100%, il n'y en a pas aujourd'hui, parce que les organismes de contrôle veillent à cela, mais si quand il est inférieur à 100%, et c'est le cas de tous aujourd'hui, eh bien après, plus il se rapproche de 100, et moins c'est bon. Donc si vous avez un ratio de solvabilité sur votre banque de 110, alors qu'il était de 130 l'année passée, c'est pas bon signe. S'il devait y avoir défaillance, ou différents scénarios de crise, entre en jeu un mécanisme de fonds de garantie. Alors, il a été créé en 1999, de mémoire, une loi de juin 1999, un fonds de garantie de dépôt et de résolution pour la partie bancaire, et il a été créé un fonds de garantie des assurances de personnes pour la partie assurantielle, pour la partie assurance vie, et capitalisation, et bons et autres. Ce fonds, vous avez reçu tous en début d'année une note écrite, normalement, de votre banque pour vous rappeler en quoi il consistait, ce fonds. Alors, on en entend beaucoup parler, ça fait fantasmer beaucoup de monde, parce que les gens se disent: «Ben, je suis de toute façon couvert si il y avait une défaillance de ma banque et derrière de l'État, j'aurais de toute façon une garantie». Alors, comment fonctionne le mécanisme? Vous avez entendu parler de 100 000 € qui sont garantis par titulaire, donc du compte, et par banque. Donc c'est plus complexe que ça, parce que en fin de compte, c'est 100 000 € par banque. Si vous avez un compte joint, ben, vous le divisez en deux, donc c'est facile. Après, ben, si vous avez d'autres comptes, ben, vous prenez l'intégralité, et de toute façon, ce sera plafonné à 100 000. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux banques directes. Si vous êtes client, par exemple, de Biforbank, qui est une banque directe, mais il y en a d'autres, hein, il y en a un paquet, il faut savoir que Biforbank, c'est une banque directe du Crédit Agricole, filiale à 100% du Crédit Agricole. Donc, si vous pensez que vous allez multiplier les plafonds en étant dans cette banque et au Crédit Agricole, déjà, première erreur, vous vous trompez, puisque ce sera cumulé, puisque au sommet, c'est une seule et même banque. Et ce sera vrai pour d'autres qui sont les filiales à 100% de grandes banques. La BNP Paribas, je ne sais plus qui c'est, enfin bon, il y en a un grand nombre. Donc ça, c'est la première des choses. Si vous êtes indépendant ou associé de société, vous allez avoir dans la banque aussi un compte différent de votre compte personnel. Bien, il faudra le dissocier de ce que vous avez
à titre personnel. Donc, on peut se dire là aussi, super, je multiplie mes garanties. Très bien, puisque vous aurez une partie donc sur le compte courant, les comptes d'associés, enfin voilà, avec les plafonds dont je parlais tout à l'heure, qui seront à la fois sur votre partie perso et sur votre partie pro. Et si vous êtes dans plusieurs banques, si vous êtes multibanque, c'est le cas, vous allez multiplier effectivement comme cela les plafonds, le fameux plafond de 100 000 € pour faire simple, sur les autres banques. Sauf que si vraiment il devait y avoir défaillance du système et défaillance de la banque, eh bien, ce fonds de garantie de dépôt et de résolution, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plus de 2000 milliards aujourd'hui en France, ne serait-ce qu'en France, sur les comptes courants, les livrets, les PEL et le reste. Ce fonds, aujourd'hui, il y a dessus 7 milliards à peu près. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur entre ce qu'il faudrait venir couvrir. Donc, il n'y en aura pas pour tout le monde, ça c'est clair. Bon, il n'y a pas à avoir plus peur ce qu'il faudrait. Simplement, c'est vrai que les Français, on a entendu là en 2020, ont largement épargné. C'est structurel, effectivement, puisque globalement, les dépenses ont été moindres. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est diversifier. C'est toujours pareil, le bon vieil adage, jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Avez-vous des questions? Oui. Alors, Grégory? Oui, par rapport à cette garantie, il y a beaucoup de personnes qui partent du principe qu'il vaut mieux investir dans la pierre. C'est une manière, entre guillemets, de se garantir quelque chose de palpable. Voilà, est-ce que... Voilà. Toujours pareil, Grégory, c'est la diversification. Tout avoir en pierre, avoir un patrimoine qui est constitué de 90%, 95% de pierre, ben c'est pas bon. Avoir un patrimoine constitué à 30%, 40% de pierre, et puis le reste, encore une fois, c'est une notion de diversification et d'équilibre. Et maintenant, la pierre, attention, c'est pas liquide. Liquide en finance, ça veut dire, ok, j'achète 300 000 aujourd'hui, mais est-ce que je revendrai, est-ce que je suis certain de revendre 500 000 ou 600 000 dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, par rapport à l'endroit où tu as investi? J'y mets des locataires, bien, très bien, ça me fait un rapport locatif, sauf que ton locataire, il peut être défaillant. Si lui-même, s'il y a une crise économique, ton locataire, il ne pourra plus te payer, voire il va partir, donc tu n'es pas certain d'en retrouver un. La solution, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré. Voilà. Aujourd'hui, les Français, de mémoire, globalement, le patrimoine global des Français, je crois que c'est 13 000, 14 000 milliards à peu près. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, tu vois, 2000 milliards d'épargne, plus pas loin de 2000 milliards à nouveau d'assurance vie, de contrats de capi et autres. On est à 8000 milliards derrière qui va être de l'immobilier, en grande partie. Donc, tu vois, ça fait un rapport de presque 60%. C'est vrai que les Français ont, oui, cette appétence à la pierre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai regardé le ratio, en fait, tu parlais d'un ratio sur 100. Et quand je vais je regardais sur ma banque, par exemple, le ratio, il te parle d'un ratio de solvabilité, CET1, 12,9%. Alors, c'est le ratio qui a été mis en place par les... Alors, vous allez vous marrer, mais, parce que moi, ça me fait marrer, les accords de Bâle en Suisse en 2010. Le ratio, c'est une autre forme d'expression, c'est se dire, quand par exemple, 12 combien 12,9, ou je crois. Bon, eh ben, ça veut dire que ta banque aujourd'hui, quand elle a 100 qu'elle a diffusé sous forme de prêt à ses clients, elle a en capitaux propres 12,9 dans ses caisses.